One, two, three, four. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où niche les bouts. Suis-moi, on y... Il faut tout un village pour élever un enfant. Dans les modules précédents, nous avons souligné l'importance de l'environnement d'un enfant et son rôle crucial dans son développement global. Uri Bronfenbrenner, psychologue russe, a participé activement à la conception de programmes destinés aux jeunes enfants et aux secteurs défavorisés de la société aux États-Unis. Convaincu que les changements dans la vie d'un individu sont fondamentalement liés à l'influence de l'environnement, il a démontré dans les années 70 une approche écologique du développement humain mettant en exergue l'inter-influence entre les différents acteurs. L'application de cette approche permet aujourd'hui de placer systématiquement l'enfant dans toutes les dimensions de son développement au centre de nos préoccupations et de viser l'amélioration de son bien-être et de sa qualité de vie. L'enfant se situe et évolue dans le temps, en premier lieu dans son premier cercle, qui est celui de sa famille, ses parents, sa fratrie, ses grands-parents, sa famille élargie. Une dimension importante, certes, mais nous ne sommes pas dans un microcosme clos, mais plutôt dans une constellation d'autres systèmes. C'est celui aussi de la communauté éducative, sa crèche, son école, les différents services et interventions de l'enfance et de la famille. C'est aussi celui des institutions, à un niveau macro, à l'échelle locale, nationale, internationale. Ce sont les lois adoptées, les valeurs sociétales partagées, les employeurs des parents. Les expériences d'un enfant se construisent dès le plus jeune âge, dans cette interactivité avec l'ensemble de différents systèmes qui font partie de son environnement. C'est pourquoi nous sommes tous concernés. Nous devons tous nous parler un langage commun. Nous devons tous prioriser les actions qui ont un impact sur le développement de l'enfant et favoriser les facteurs de protection sur lesquels nous pouvons chacun, à notre niveau, agir. Sensibiliser tous les acteurs de notre société à placer l'humain, l'enfant, au cœur d'une dynamique de responsabilisation et d'autonomisation, c'est aussi une invitation à sortir des sentiers battus, au-delà de nos pratiques et de nos modes de pensée actuels. Individuels ou de groupe. C'est reconnaître et agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant avant tout. Agir sur la conception, l'aménagement des espaces verts ou des terrains de jeu à l'échelle d'un quartier ou d'une ville influe nécessairement sur les pratiques parentales et sur le développement des enfants dans toutes leurs dimensions. En gardant en tête cet écosystème riche et varié, nous devons tous porter un regard nouveau et mettre en avant un esprit d'ouverture, une curiosité bienveillante, une liberté de ton et une aptitude à créer et explorer des interactivités impactant le bon développement de l'enfant. Nous pouvons tous agir, faire bouger nos propres normes de référence en tant que professionnels, en tant que décideurs politiques ou tout autre acteur de la communauté. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants !» Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini.
et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Khalil Gibran, extrait de son recueil Le Prophète. C'est quand même confortable ces modules de motricité. Les enfants peuvent jouer, bouger en toute liberté. C'est vrai que tu te souviens avant, c'était des petites chaises et des petites tables. Mais les enfants voulaient toujours monter dessus. Et puis en plus, ils avaient beaucoup moins de place pour se déplacer. On est venu petit à petit vers la motricité libre, pour les tout petits comme pour les plus grands. On n'a pas seulement arrangé l'espace différemment, on a changé le regard sur le développement de l'enfant. À la crèche aussi, l'espace a bien évolué. Pourtant, la motricité libre n'était vraiment pas une évidence. Bah oui, c'est grâce aux formations, ainsi qu'aux échanges qu'on a entre nous. On a su faire évoluer nos pratiques. Par exemple, aujourd'hui, les bébés sont au sol et les enfants sont pieds nus au sein de la crèche. Tout pour que l'enfant soit libre de ses mouvements. Avec les connaissances de plus en plus fines qu'on a sur la petite enfance, on se doit d'être en veille pédagogique. Pareil pour nous, grâce aux ateliers et aux formations mises en place par le relais, on accueille différemment les enfants aujourd'hui. Alors après, voilà, c'est aussi une des missions du RAM, de vous sensibiliser, de vous accompagner dans votre évolution professionnelle. Alors j'en profite également pour dire qu'au RAM, on propose également de l'information sur la législation, sur le droit, et que c'est aussi un espace de rencontres et d'échanges très enrichissant. Alors bien sûr pour les assistantes maternelles, mais aussi pour les parents, les enfants et les professionnels. Aujourd'hui, la motricité libre est tellement ancrée dans nos pratiques qu'elle a toute sa place dans le projet pédagogique. Et pour nous aussi, dans le projet d'accueil, c'est important. Voilà encore un point commun finalement entre nous, l'accueil individuel et puis l'accueil collectif. Depuis la parution du décret d'août 2000, les EAJE et c'est tant mieux ont l'obligation de rédiger un projet éducatif et pédagogique. Cela permet de donner du sens à nos pratiques et bien évidemment de répondre aux besoins des enfants. C'est là tout l'intérêt du projet pédagogique, avoir un outil commun de support à l'équipe qui permet la cohésion et la cohérence de nos pratiques. Pour nous, c'est la même chose. L'élaboration de notre projet d'accueil nous permet de s'interroger sur nos pratiques et de les faire évoluer. C'est aussi un outil très intéressant pour nous afin d'instaurer une relation de confiance avec les parents. Oui, car il permet de s'assurer qu'il y a une cohérence entre le projet parental et le projet d'accueil. Un point d'équilibre. Un vrai travail d'équipe. Finalement, c'est pas étonnant qu'on travaille souvent en collaboration avec la crèche. Alors il est vrai que les modes d'accueil et les lieux sont différents, mais finalement pas les objectifs ni les compétences. Accueillir au mieux l'enfant et sa famille, œuvrer pour le bien-être de chacun, les professionnels, les parents et les enfants. C'est parti! Mesdames, vous vous souvenez de ces marionnettes? C'était une action commune entre le relais et la crèche. Ah oui, Fanny, c'est vrai. C'est un projet qui nous a menés dans plein d'endroits différents. On a touché les écoles, on a travaillé avec les familles. Après, on a aussi travaillé avec les bibliothèques du territoire. Enfin, je pense qu'on a vraiment touché pas mal de familles du territoire. Et tout ça, c'est parti d'un livre. Vous vous rappelez? Oui, c'est un livre que le conseil départemental offre dans le cadre du soutien à la parentalité. Et il est remis à la naissance de chaque enfant dans les familles. En effet, en partant de ce livre et de la malle marionnette, donnée par la Caisse d'allocation familiale de la Somme, on a souhaité mettre en place une formation pour les assistantes maternelles, l'intervenante de la bibliothèque et le personnel, l'équipe de la structure multi-accueil. Ce travail toujours en lien, crèche et RAM, et notamment aussi d'autres actions qui ont été menées, le rendez-vous de la petite enfance, les journées de sensibilisation
aux accidents domestiques et les rencontres des samedis qui se font ponctuellement lorsque l'on accueille les parents et les enfants. C'est vrai que c'était très enrichissant, très valorisant. Moi, en tant qu'assistante maternelle, j'ai été portée par une équipe de professionnels de différents horizons et on a touché plein de femmes. Oui, et pourtant, ça n'a pas été tout de suite évident de pouvoir travailler ensemble. La crèche, le RAM d'un côté, la vie collective, la vie individuelle, c'est vrai que familial, ça n'a pas été évident de se trouver et de se rencontrer. Quand on a eu le temps, d'abord, de façon ponctuelle, on a pu se rencontrer autour de l'enfant qu'on a accueilli. Et puis après, les rencontres et les projets sont faits crescendo. Et ils ont pris de plus en plus d'ampleur. Et c'est vrai que maintenant, on va dire qu'on est plus que complémentaires, en fait, que ce soit dans les règles pour les enfants, mais aussi dans les actions qu'on peut mener autour des parents. Si je prends mon exemple, j'accueille des enfants de domicile, mais je vais adapter et organiser un espace familial pour les accueillir. L'accueil de l'enfant se fait suivant son vécu, son histoire. Et l'accueil, qu'il soit au domicile de l'assistant maternel ou en structure qui accueille, doit toujours rester un espace neutre, un lieu ressource où la sécurité affective de l'enfant est à privilégier. Pour moi, accueillir un enfant, c'est remettre en question la pratique, que ce soit au quotidien, ou bien par le biais de réunions que je peux mener auprès des équipes et des professionnels de la crèche. Pareil pour nous, les assistants maternels, et ça passe par la formation continue. Et personnellement, j'ai besoin de me professionnaliser régulièrement. Pour moi, accueillir un enfant, c'est aussi être active au sein du RAM et participer aux activités proposées. Pour moi, accueillir un enfant, c'est aussi soutenir et accompagner ses parents. Les parents vivent parfois des situations compliquées, que ce soit au niveau familial, social, professionnel. Et pour moi, accueillir, l'enfant doit toujours être au cœur du sujet. Accueillir un enfant pour l'accueillir, c'est aussi soutenir les professionnels, les assistants maternels, et tout l'accueil du territoire, les assistants maternels dans leur quotidien. Alors Nathalie, pour toi, quels sont les enjeux de la formation des professionnels de la petite enfance? Alors, il y a une trentaine de métiers autour de l'enfant et dans l'ensemble de ces professionnels qui gravitent autour du développement, il y en a peu qui parlent un langage commun. Donc, je dirais que c'est le premier point, c'est essayer de dialoguer autour d'un langage commun pour suivre le développement de l'enfant. Actualiser nos connaissances, on est dans des métiers de lettres, de la relation, et on n'accompagne pas un enfant aujourd'hui comme on l'accompagnait il y a 5 ou 10 ans. Par exemple, on sait aujourd'hui quel est l'impact du stress sur le cerveau d'un enfant. Si on dit à un enfant toute la journée dépêche-toi, ne cours pas, cet enfant-là, il reçoit une information qui n'a pas de sens pour lui. Il a 3 solutions, il se fige, il fuit ou il attaque. Et c'est justement la coopération de l'enfant dont on a besoin. Et quand on lui dit, là tu vois, on va sortir, si tu mets ton manteau et tes chaussures, eh bien, il a l'espace-temps nécessaire pour comprendre et être coopérant et venir avec nous. Donc, ces connaissances, on les connaît aujourd'hui et on sait quels sont l'impact de ces connaissances sur le développement des enfants. Et par exemple, dans la série des vidéos 10 mois sur YouTube, on a quelques éléments comme ça de pistes pour mieux comprendre le développement de l'enfant. En tout cas, c'est ce que nous dit la science et c'est bien de rester en veille quand on est professionnel de l'enfance pour répondre au mieux aux besoins des enfants. Et moi, je voudrais aussi l'avis de Marion. Marion, toi qui es JE, comme moi d'ailleurs, et avec un Master 2 en sciences de l'éducation, qu'est-ce que tu dis, toi, de cette subjectivité, hein, on est dans les métiers de lettres, c'est vraiment pas facile et on peut être sujet à l'épuisement professionnel. Comment prévenir justement cet épuisement? Qu'est-ce que tu nous apporterais comme information? Alors en effet, Nathalie, c'est un travail qui peut être très subjectif dans son approche et qui peut en effet apporter un épuisement professionnel sur le long terme. Et à ce niveau, je pense qu'en effet, les neurosciences apportent un étayage
vraiment intéressant et qui peut permettre de donner du sens et d'objectiver notre pratique au quotidien auprès des enfants. C'est quelque chose que je trouve vraiment utile au quotidien dans la pratique, d'avoir les connaissances des neurosciences pour visualiser l'impact qu'on a au quotidien sur l'enfant. Je ne sais pas, toi, Julien, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Marion, je te rejoins. C'est-à-dire évidemment les métiers des professionnels de la petite enfance, que ce soit en accueil collectif ou individuel, c'est d'abord un métier de la relation. C'est d'abord un métier d'engagement dans une relation avec évidemment les enfants, avec des parents, avec une famille, dans un collectif de professionnels. Mais ce que tu évoquais par rapport à l'approche des neurosciences, on peut aussi le retrouver par rapport à des approches plus macro-sociologiques. Je pense à l'enquête ELF notamment, qui suit une cohorte d'enfants nés en 2011, donc ça représente 18 000 enfants, qui va permettre aussi d'objectiver certains phénomènes, certaines difficultés, et donc de mettre en évidence aussi ce que peuvent traverser des enfants, des familles, sur un territoire donné, sur des territoires donnés. Et donc, je trouve que ça permet d'être un vrai support à des pratiques d'accueil. Donc, ça nécessite du temps du côté des professionnels, ça nécessite de la formation, et ça nécessite vraiment qu'on puisse considérer, je dirais, cette approche professionnelle, évidemment par une approche subjective, mais également confortée par une approche aussi quantitative. Et du coup, Nathalie, qu'est-ce que tu retiens, toi, principalement de l'échange que l'on a là? 5 points majeurs. Le premier, c'est que les professions, elles se conjuguent des clivages. C'est sûr qu'on est tous différents, mais il faut tout un village pour élever un enfant, mais en même temps, on doit se mettre d'accord sur des fondamentaux et sur un langage commun, un consensus scientifique. C'est l'exercice qu'on a fait dans la construction du rapport des 1000 jours. On n'était vraiment pas d'accord au départ, puis on a quand même réussi à créer du commun ensemble autour d'un consensus scientifique. Le deuxième point, c'est que accompagner les enfants d'aujourd'hui qui vont devenir des citoyens de demain, c'est sans doute le métier le plus important de la société et que ça requiert des compétences fondamentales. Et ça vient pas comme ça par magie. Voilà, donc les professionnels de la petite enfance sont des personnes engagées qui ont une grande responsabilité dans la société, donc on a à cœur de les accompagner. Le troisième point, c'est on voit comme c'est important de ne pas conditionner les enfants, mais au contraire de les ouvrir très largement sur le monde extérieur pour qu'ils participent, qu'ils soient vraiment des acteurs de leur quotidien et que demain, ce soit eux qui soient les acteurs engagés de la société de demain en espérant une meilleure société, un monde meilleur. Et puis, toujours partir de l'intérêt de l'enfant, de ses bourgeons de compétences. Et ça, c'est avec l'observation fine du quotidien qu'on y parvient. En tout cas, c'est important de le savoir pour les professionnels de la petite enfance. Et comme le dit Liane Moser, eh bien, c'est fascinant d'accompagner les enfants. On va vous laisser lire ce texte dans la malle et vous souhaitez beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à accompagner les enfants qui sont absolument fascinants. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un vrai plaisir à la lecture du texte. 1, 2, 3, 4. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où niche les bouts. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. Se pose, c'est si bon quand on se pose, plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Se perd, c'est si bon quand on se perd, sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Spam, c'est si bon quand on spam, d'être si beau ici.
salut, suis-moi. Et si moi c'était toi? Suis-moi. Et si on s'allie, suis-moi. En sueur ou en suis. Bonjour et bienvenue. Voici notre dernier temps de respiration ensemble. Et pour cette dernière, je vais vous proposer une méditation de la bienveillance. Bien sûr, vous pourrez prendre plus de temps pour cette respiration seule chez vous. Mais pour aujourd'hui, je vais vous guider avec les 2 minutes que nous pouvons passer ensemble. Installez-vous confortablement, comme les dernières fois, le dos droit, une position dans laquelle vous êtes à l'aise, et vous pouvez fermer les yeux ou les garder mi-clos. Commençons par 3 inspirations et 3 expirations. À votre rythme, avec l'ampleur que vous souhaitez. Je vais vous demander de visualiser à l'intérieur de vous une personne, un animal, quelqu'un qui vous est proche, pour laquelle vous ressentez beaucoup de bienveillance. Ressentez comment ça fait dans votre corps. Que se passe-t-il lorsque vous pensez à cette personne, cet animal ou toute autre chose? Ressentez-vous quelque chose qui s'élargit à l'intérieur de vous? Peut-être une chaleur diffuse, peut-être un sentiment de plénitude. Quoi que ce soit, je vais vous proposer maintenant de vous l'offrir à vous-même. Offrez-vous cette bienveillance dont vous êtes capable pour autrui. Offrez-vous cette douceur, cette chaleur que vous avez envie d'offrir à la personne ou à l'animal auquel vous avez pensé au départ. Prenez un temps pour vous donner cette bienveillance. Et reconnectez-vous à ces sensations à chaque fois que vous en sortirez le besoin. Merci pour votre écoute, merci pour ces temps partagés et je vous souhaite une bonne fin de journée. Si bon quand on se pose, plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Se perd, c'est si bon quand on se perd, sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Spam, c'est si bon quand on se spam. D'être si beau ici bas. Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sosie salut, suis-moi. Et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie, suis-moi. En sueur ou en suis-moi. De ci à celle-ci là. S'peut, c'est si bon quand ça se peut. Que qu'il peut plus peut le mieux. Mieux que qui, mieux que quoi. Split, c'est si bon quand on split. De rire et que la pluie pleure elle aussi de joie. Se parle, c'est si bon quand on se parle. Si haut ici bas. C'est
c'est bon